Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Si vous aimez les vidéos avec des effets spéciaux, si vous aimez les vidéos où on voit des belles Mercedes, si vous aimez les vidéos où il y a des Tipeee, eh ben cette vidéo n'est pas faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite foire aux questions. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser justement des questions et on va y répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment très simple, sans aucun montage parce que j'ai pas mon matos informatique, donc je vais faire avec les moyens du bord. Comme d'hab, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera l'occasion d'échanger. Allez, on commence tout de suite. Alors la première question, as-tu déjà revendu des montres et si oui, comment as-tu procédé et notamment sur quel site internet tu les as publiées? Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur l'achat-vente de montres. D'ailleurs, il y en a une qui va bientôt arriver les amis. En règle générale, ça va dépendre du type de montre que j'achète. C'est-à-dire que en fonction de la tranche tarifaire du produit, je vais aller plutôt sur telle plateforme ou telle plateforme. Pour tout ce qui est inférieur à 1000 euros, généralement, je passe par des petits sites type eBay, Le Bon Coin, Vinted, CDA et d'autres petits forums. Ensuite, pour la gamme entre 1000 et 3-4 000 euros, je vais plutôt utiliser des plateformes type Chronex, type Watchfinder, voire même Chronomania. Et enfin, pour des montres au-dessus des 5000 euros, là, je vais privilégier du vendeur professionnel, que ce soit du mandataire horloger ou bien de la boutique de centre-ville. Seconde question, pourquoi ne fait-on que peu de montres en 36 mm? Les seules 36 mm que l'on rencontre sont épaisses et moins élégantes que les montres or des années 60. Et bah tu l'as dit dans ta question, en fait c'est tout simplement parce que dans les années 60-70, on était dans une époque avec beaucoup de classe, de la prestance. Aujourd'hui, on est dans une époque de paraître et en fait, il faut que ça se voit. Et les gens n'ont pas encore saisi que finalement l'élégance, et pas la classe, hein, l'élégance, ce n'est pas d'avoir une brique sur le poignet comme je peux les avoir quasiment tout le temps. L'élégance, ça va être dans la discrétion. C'est simple, hein, quand tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de le montrer parce que tu le sais. En fait, ceux qui ont besoin de se prouver quelque chose et de prouver quelque chose aux autres, finalement, j'en viens même à penser que ceux qui ont besoin de s'exhiber comme ça devant les autres, c'est qu'ils ont un besoin de prouver quelque chose à eux-mêmes et voire même aux autres. Et du coup, bon, c'est pas trop mon kiff. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a très peu de montres aujourd'hui qui sont fines. Encore une fois, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais je t'invite à considérer les montres à quartz, notamment les montres à quartz japonaises. Je pense à des Credor, je pense à des Citizen, je pense à des Grand Seiko, où là, tu vas trouver des choses vraiment très élégantes et relativement fines. On est quasiment toujours entre les 8 et les 10 mm d'épaisseur. Une question qui m'a fait marrer, que penses-tu de la Breitling Navitimer avec le magnifique cadran Ice Blue? C'est une montre que j'ai pu essayer, la montre est belle, c'est le problème n'est pas là. Il y a 2 choses qui me dérangent avec cette montre, c'est que un, la couleur ne matche pas forcément avec le côté, dit professionnel de la montre et 2, ce sont les hausses permanentes de tarifs qu'on a eu là sur les 5 dernières années. Ce qui fait qu'une montre qu'on trouvait, on va dire, autour des 3 000-4 000 €, aujourd'hui elle est quasiment à 8 000 balles et ça me gêne un petit peu. Après c'est une belle montre, pour quelqu'un, qui veut se faire plaisir et qui est fan de Breitling, c'est un très bon choix, même si c'est pas mon coloris préféré. On reste chez Breitling avec une autre question. À quand une émission avec Georges Kern ou un épisode avec GG? Bah alors Georges Kern, moi ce serait avec plaisir, hein, je me ferais une joie d'échanger avec lui, hein, tout simplement. C'est vrai que ces dernières années, j'ai pas toujours été gentil avec les sorties de Breitling, même si je trouve leur pack 150 ans vraiment incroyable. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé, mais par contre, il faut reconnaître que Georges Kern, c'est un génie du marketing horloger. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans le podcast de Flyback. Hein, d'ailleurs, allez les regarder si vous ne le connaissez pas, que je fais avec Mika et avec le 10, même si on essaye de dégager le 10. Georges Kern, c'est clairement pour moi le meilleur commercial de l'horlogerie à l'heure actuelle. Le mec, il a surélevé plusieurs boîtes, je pense à IWC, et là, avec Breitling, il fait des miracles. Mais comme tous les miracles, derrière, il y a d'énormes concessions qui ont dû être faites. Et justement, c'est sur ces concessions que je ne suis pas totalement d'accord. Notamment sur les choix des coloris. Je trouve que c'est massacrer une Navitimer que de la guignoler en mode carnaval. Voilà. Après, c'est un avis purement personnel. Je me base uniquement sur l'esthétique. Il y a d'autres choses qui m'ont un petit peu dérangé chez Breitling ces dernières années, notamment les tarifs de l'Endurance. L'Endurance qui est une bonne montre, mais qui serait une bonne montre à 1300 balles, pas à 2600 balles. Il y a également le fait que le calibre B1, je trouve qu'il n'est pas terrible.
ce calibre, il y a un souci avec. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais on n'a pas une bonne sensation, il n'y a pas un bon feeling, et ça, c'est un petit peu décevant. Pour rappel, hein, Breitling, c'est ma marque de cœur. J'en possède énormément, d'à peu près toutes les années, je dirais, de mid-60 jusque 2020, quoi, quasiment. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je félicite Georges Kern et j'aimerais bien faire un épisode avec lui. Pourquoi pas? À mon avis, il s'en bat les steaks. À quand un épisode avec GG? Alors GG, c'est Gérard Vautrin, un dealer sur Paris. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Je vais le laisser faire le bobo avec ses petits rappeurs. En vrai, ça m'intéresse pas. Même si souvent il dit des vérités, il y a une manière de dire les choses et j'adhère pas trop. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur Rolex, c'est indéniable. C'est probablement un expert Rolex. D'ailleurs, en parlant d'experts, hein, vous aurez compris que le titre que j'ai mis sur la vidéo YouTube, c'est juste pour troller certains collègues amis. On continue. Question précision. Pourquoi les montres AliExpress avec NH35 ou PT5000, Tandorio, Pagani, Saint-Martin, sont mieux réglées, plus 5, plus 10 secondes par jour, que des Miyota montés dans les LIP ou dans les Baltiques, plus 30 ou plus 12 secondes? C'est tout simple, je vais te répondre, mais alors, comme je le sens, des marques comme Baltic ou LIP se font pas chier à régler les calibres qu'ils reçoivent. Je pense qu'ils les emboîtent, ils les mettent un coup sur le Wishy et basta, quoi. Si ça dérive pas trop, c'est plié. Alors que on a vu ces dernières années une montée en gamme des marques asiatiques. Bon, tu as cité Pagani, pour moi ça reste encore de l'entrée de gamme, mais je pense à d'autres marques, notamment San Martin, où là, on va vraiment avoir un effort sur la qualité du produit. Et franchement, aujourd'hui, pour moi, on est au niveau des Suisses avec des dérives tout à fait acceptables, avec des tarifs ultra cohérents, avec des designs personnels qui commencent à arriver, des cadrans qui sont toujours bien travaillés. Bref, va falloir à un moment se poser des questions, notamment sur le segment dans l'entrée de gamme. Tiens, question du petit 10. Quelle montre as-tu vendue et que tu regrettes vraiment aujourd'hui? En vrai, il y en a quand même quelques-unes. Je pense que celle que je regrette le plus, c'est ma Patek Philippe Aquanaut. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne mettrais pas les sommes du marché gris pour la racheter. Moi, c'est une montre que j'avais dû avoir peut-être autour des 25 et aujourd'hui, on est plus sur les 40, je pense. Celle-là, c'est vrai que je regrette, mais la vérité, c'est aussi que c'est une montre que je pouvais porter très très peu parce que le moindre frottement avec un tissu, ça la rayait la montre, quoi. Donc, c'était pas une montre faite pour moi qui aime bûcheronner, qui aime vivre avec mes montres, qui est pas là à les policher toutes les 3 secondes. Voilà, quoi. Toi, je suis pas adepte de la branlette, mais c'est une montre que j'adore. Je la trouve vraiment belle et chez Patek, c'est vrai que ça fait partie des gammes que je préfère. Après, j'ai aussi une ou deux autres Breitling que j'ai vendues, notamment une B1 qui était incroyable, que je regrette. B1, rien à voir avec le calibre, hein. Je parle du modèle de montre, donc analogue digital. Je regrette un peu d'avoir vendu cette montre-là. Une question d'un pote amateur de cigares. Si tu devais choisir une seule montre et seulement une seule dans chaque tranche de prix, laquelle choisirais-tu? Et il me file plusieurs tranches, de 0 à 500 euros. Là, c'est probablement une des questions les plus difficiles, celle-là, parce qu'il y a tellement de modèles que j'aime. De 0 à 500 euros, je pense que je prendrais une Citizen ProMaster, sûrement une Aqualand, une JP 2000, parce que je les adore. De 500 à 1000 euros, sans hésitation, je prendrai la nouvelle Venezianico Arsenal que je vais bientôt vous présenter, j'espère les amis. Entre 1000 et 2000 euros, là, c'est dur parce que je trouve que c'est un segment aujourd'hui où il n'y a plus grand-chose de très intéressant. C'est soit sur des montres qui coûteraient normalement largement moins cher, qui se sont premiumisées, soit c'est des montres un peu fantômes. Entre 1000 et 2000 euros, je partirais peut-être sur, allez, on va dire sur une tranche haute 2000 euros, sur une ZRC Grand Fond, on en trouve dans ces eaux-là. Ensuite, entre 2000 et 5000 euros, et ben là, je prendrais, je pense, une Seamaster. J'aime bien Seamaster. Entre 5 et 10 000 euros, indéniablement, je prendrais une Panerai. Ensuite, entre 10 et 20 000 euros, là, c'est pareil, c'est compliqué. Je pense que je prendrais une Laureato, une Girard Perregaux, parce que j'adore, soit une version chrono, soit une version 3 aiguilles. Et au-dessus de 20 000 euros, au-dessus de 20 000 euros, là aussi, hein, j'ai beaucoup de Dreamwatch, mais je vais parler par rapport à ce que j'ai. Je prendrais une Oversea 4500 parce que c'est une montre que j'aime beaucoup, qu'on voit très peu finalement par rapport au Patek et aux zones Marpiguet. Et surtout, c'est une montre qui est livrée avec un packaging vraiment sympa et avec les trois bracelets Leather, Rubber et Steel. Et du coup, juste pour ça, je trouve que ça match bien et le cadran, il est incroyable, je trouve. Allez, on continue. Bonjour, serait-il possible de présenter votre collection perso en argumentant sur chaque pièce? Non, ce sera pas possible. Je vais te dire pourquoi. Déjà parce que ça prendrait des jours et des jours de vidéos. Donc c'est clair que je peux pas toutes les présenter. Bien sûr, j'en ferai des revues, hein, de toutes mes montres. Toutes les montres que je passe en revue sur la chaîne et sur notre site moonwatch.fr, ce sont des montres qui m'appartiennent, sauf quand c'est des prêts où là, je vous le précise. Dans tous les cas,
ça vous donne une idée de ma collection. Par ailleurs, si vous désirez voir quelles sont les montres qui me séduisent, bah, il suffit d'aller sur ma page Instagram, MoonWatchFR, et vous aurez des photos de beaucoup de montres et de beaucoup de montres que je ne présente pas. Tout de suite, je vais faire le lien avec une autre question qui m'a été présentée. Pourquoi tu présentes que des micro-marques et pas forcément des marques plus premium? Bah, tout simplement parce que je trouve ça hyper casse-couille de présenter des Rolex. J'en parlais déjà en off avec des amis. C'est vrai que quand je vais présenter une micro-marque que personne ne connaît, bah, tu as un certain boost, quoi, parce que tu es sur quelque chose dont personne n'a parlé, tu vas devoir te documenter pour apprendre des choses et ça, j'aime bien et je trouve que c'est plus simple de rédiger un article parce que pour chacune des revues vidéo que je fais, je rédige également un article sur moonwatch.fr et ça me demande du temps et passer, 3 heures à écrire un article sur une énième Rolex, on a déjà vu 5000 fois, ça me saoule. Alors oui, je vais vous les présenter mes belles montres, mais il faut vraiment que je sois dans la période où je les mette, où je suis vraiment dedans et où je suis prêt à niquer 2 heures de ma life pour écrire un article et faire des recherches dessus. Par ailleurs, je tiens à préciser aussi, que je porte le plus fréquemment, des montres, on va dire, sous les 10 000 €, voire même sous les 1 000 €, pour plein de raisons. Parce que comme je le disais précédemment, je vis avec les montres, je leur en mets plein la tronche et moi, c'est ce que j'aime. J'ai pas envie de me poser la question: «Je dois faire la vaisselle, il faut que je retire ma montre, je dois aller changer le gamin, il faut que je retire la montre, je dois jardiner, je dois retirer la montre». Non. Moi, je mets la montre le matin, elle m'accompagne toute la journée. Si je vais couper du bois, allumer le barbecue, faire la vaisselle ou passer le Karcher, c'est la même, la montre va me suivre jusqu'au bout. Donc si c'est une JP que j'ai à ce moment-là, eh bah, tant pis, elle va en prendre plein la tronche. Mais généralement, je porte, beaucoup de Casio, beaucoup de Seiko, beaucoup de Bulova en ce moment et après je fonctionne par phase. J'ai des phases où je vais mettre que mes Panerai pendant 1 mois, 2 mois, ensuite que mes Rolex, que mes grands Seiko. Je fonctionne comme ça. Je ne suis pas à changer, 100 fois dans la semaine. Généralement, je me fais une valisette d'une quinzaine de montres pour la semaine, ce qui me permet de switcher 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, quoi. Bonjour JC, quel est selon toi, tes goûts, ton humeur du moment, et cetera, la montre au meilleur rapport qualité-prix de la production actuelle? Bah, ça va dépendre un peu de la tranche tarifaire. Allez, pour faire simple, je pense que sous les 1 000 €, la marque qu'il faut absolument avoir, c'est Venezianico. J'ai probablement été un des premiers à vous présenter cette marque. Je suis un fan, inconditionnel de la marque parce qu'elle innove, parce qu'elle utilise des matériaux que d'autres ne proposent pas à ces tarifs-là, parce qu'elle a su se renouveler, parce qu'elle conçoit ses propres bracelets, ses propres shapes, ses propres cadrans, parce qu'ils sont très malins chez Venezianico pour vous proposer des heures déportées, pour vous proposer des chronographes, pour vous proposer des montres ultra slim et tout ça dans des tarifs toujours ultra contenus. Donc pour moi, la meilleure montre au rapport qualité-prix aujourd'hui, vous l'aurez chez Venezianico sous les 1 000 €. Après, sous les 5 000 €, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de modèles. Et la vérité, c'est que je pense qu'au-dessus de 1 000 €, vous allez payer une marque et une image de marque plus que le produit en lui-même. Évidemment, ça fait partie du jeu. On aime ça, on se flatte en achetant des montres qui coûtent cher. Mais il faut être conscient que plus on dépense de l'argent dans une marque qui coûte cher, et plus en fait on achète le nom de la marque et le logo qui est posé sur la montre, plus que le produit et la conception en elle-même. Sauf pour certains cas spécifiques, encore une fois, l'artisanat de luxe, on est d'accord les amis, encore une fois, commencez pas à me casser les bonbons. Allez, on enchaîne avec une question que j'ai eue 2 ou 3 fois. Salut JC, que penses-tu de la marque Olek et Vals? Je recherche une tool et le modèle M110 S Bracelet Tissu m'attire bien. Vois-tu d'autres alternatives dans cette gamme de prix? Merci d'avance. Bah, pour être tout à fait honnête, je n'en ai pas de Oleg Weiss. J'ai eu le modèle Aviation qui ressemblait à la Navitimer 806, mais je l'ai eu il y a longtemps et j'ai fini par acheter une Navitimer. J'en étais pas déçu, c'était une très bonne marque. Les modèles récents, je les ai juste essayés en boutique, mais je n'en ai pas dans ma collection perso. Du coup, je voudrais pas trop te dire de conneries. Ce que je peux te dire, c'est que tous ceux qui en ont en sont ultra satisfaits. À titre perso, j'adore un de leurs chronos. Je ne saurais pas te donner la ref, je suis désolé, je suis pas ultra au point sur cette marque-là. Il faut que je potasse ça un peu. Là, j'ai pas encore eu le temps. Mais voilà, je pense que pour le prix, tu en as pour ton argent. Je pense qu'on est aussi sur de la vraie tool watch hein, et pas de la pseudo tool watch à la noix, où là, vraiment, les fonctionnalités de chaque montre vont être mises en avant et seront vraiment utilisables. Allez, on continue avec une question du pote Daniel. D'où vient ta grande passion pour l'horlogerie? Bah écoute, je pense que c'est à cause de mon grand-père. Quand j'étais gamin, mon grand-père, il avait une montre à remontage manuel anti-choc sur un bracelet un peu flex, comme ça se faisait beaucoup dans les années antérieures. Et moi, j'ai toujours été en admiration de le voir remonter comme ça sa montre avant chaque repas. Et je pense que c'est venu de là. À son décès, mes parents m'ont offert bah, justement la montre de mon grand-père, qui est une Omega.
Genève, modèle basique, automatique, full gold, qui est incroyable. C'est probablement la plus belle montre de ma collection. Pas forcément la plus chère, même si du coup, le fait qu'elle soit en full gold, ce soit une pièce dingue. Et surtout avec un bracelet de folie, une vibe très vintage, un truc que j'ai adoré. Et c'est vraiment ce qui m'a donné le leitmotiv de me documenter là-dessus. Puis bon, je commence en achetant une première Breitling, puis une deuxième, puis des Casio, puis des Citizen, puis voilà, puis à la fin, tu arrives, tu as 200 montres, quoi. Et toi, souvent, quand tu parles avec les passionnés, bah, la passion, elle naît souvent des mêmes choses, un tonton, un grand-parent, un papa. Et en fait, moi, je trouve ça magique, tu vois. Moi, je garde ce souvenir-là, c'est quelque chose d'incroyable, de partage que j'ai pu avoir. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a séduit là-dedans. Allez, on continue. Selon toi, si la crise du quartz n'avait pas eu lieu, comment serait le paysage horloger aujourd'hui? Et bah, tu sais que je me suis posé la question et que je me suis dit, tiens, je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Et en fait, ce qui m'a sorti, c'était pas terrible, terrible. Je pense qu'on en serait plus ou moins au même stade. Et oui, parce que même si aujourd'hui le quartz est dénigré à tort, hein, j'insiste sur le à tort, on est arrivé à des telle capacité de miniaturisation, de précision, que je ne sais pas si on aurait pu aller beaucoup plus loin. Il faut bien comprendre que, les leaders du quartz aujourd'hui, on va dire Citizen et Casio sur ces lignes Premium Oceanus émergées, ils ont, des années et des années d'avance sur tous les autres acteurs. Ah oui, je suis d'accord, tu vas avoir quelques modèles, quartz suisses incroyables, peut-être un ou 2 chez Breitling avec les B50, les Emergency, peut-être chez FP Jour, mais bon, il y a c'est quand même pas la majorité de leur business. Et on voit que le quartz chez les Suisses, c'est soit de l'entrée de gamme, soit rien du tout. Et finalement, les Japonais ont une super avance là-dessus. Moi, ce que j'aimerais voir au jour d'aujourd'hui, c'est surtout revoir des calibres à quartz type Accutron, mais avec l'ajout de fonctionnalités modernes, type chargement solaire, type calibration par GPS, dont je suis ultra friand, ou radio pilotée, si GPS c'est pas possible. Voir ça, cette combinaison d'anciennes technologies type Bulova Pluton des années 70 avec technologie moderne type EcoDrive et GPS Receive d'aujourd'hui. Ça me ferait vibrer. Maintenant, est-ce que le mécanique et l'automatique, ils auraient autant de vibe aujourd'hui? Je sais pas. Et en vrai, je vais te dire, je pense que cette vibe, elle est pas justifiée parce qu'en vrai, tout le monde peut faire des montres, mécaniques ou automatiques. Regarde, tu vas sur AliExpress, tu en as 40 balles et elles tiennent le coup, quoi. Donc, tu vois, il y a un peu une grosse branlette généralisée là-dessus. On continue avec une question sur la douane. Pareil, j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ça, en me disant que j'importais pas mal de pièces, du Japon et de l'étranger, ce qui est vrai. Est-ce que les frais de douane sont, gratuits en dessous de 150 €? La réponse, c'est non. Ça, c'était plus ou moins une tolérance qu'il y avait il y a quelques années, c'est-à-dire quand, c'était des petits paquets à pas cher, ça passait à la trappe et on s'acquittait pas, des frais d'importation. Aujourd'hui, c'est mort. C'est-à-dire que tu vas acheter une Pagani Design, je sais pas, sur AliExpress à 100 €, tu vas payer, les frais d'importation dès la commande. Comme ça, il y a plus de litige par rapport à ça. Si tu fais, de l'import de montres, de plateformes japonaises, faut bien comprendre que, de toute façon, tu seras redevable de la TVA parce que le Japon rigole pas avec ça, ils undervaluent pas les packages. On continue avec une question d'un anonyme au.mori. À quand des slips Moonwatch? Eh ben écoute, c'est simple, hein, j'offrirai des slips Moonwatch, lorsque Skill m'offrira une montre. On reste dans le merchandising avec l'ami Rico qui me demande à quand des handspinners, des décapsuleurs, des couillettes à Ricard, moonwatch.fr. Eh ben écoute, pourquoi pas? Après tout, ça me ferait délirer. La vérité, c'est que tous mes autres collègues se mettent à vendre tout un tas de conneries. Tant mieux pour eux. J'y ai pensé pendant un moment, faire des t-shirts comme ça, hein, c'est le pote Max qui me les a fait. Mais en vrai, tu vois, je me sentirais pas à l'aise de commercialiser, ou de prendre un billet, sur le mec qui va acheter un t-shirt 30 balles alors qu'il m'a coûté, 15-20 balles. Si je le fais et encore, je pense même pas que j'en vendrai un seul, je pense que je les vendrai au prix que ça me coûte. Mais encore une fois, je suis pas une communauté assez grosse, je suis pas assez social spread pour que les gens, s'intéressent et souhaitent acheter ce genre de produits dérivés de Moonwatch. Moonwatch, c'est plus une communauté, qu'une affiliation de merchandising. Du coup, bon, pour le moment, j'ai pas de projet dans les tuyaux là-dessus, mon petit Rico. On continue avec une question qui porte sur l'Horlo Game. Il y a de plus en plus d'acteurs, sur l'Horlo Game FR. Qu'en penses-tu? Bah écoute, moi je pense que c'est plutôt bien.
Encore une fois, je considère pas les autres comme des concurrents. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans plusieurs vidéos, de mettre en avant ceux qui démarraient et pour lesquels je trouvais que le contenu était intéressant. Je pense à Cédric, je pense à Carlo, enfin bon, il y en a tant d'autres, hein, désolé pour ceux que je cite pas. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait pas avoir du contenu redondant ou putaclic, essentiellement parce que moi ça m'exaspère en vrai. Je pars toujours du principe que quand on regarde une vidéo, on doit apprendre une information. C'est-à-dire que tu dois sortir de la vidéo avec, un apprentissage, avec plus d'informations qu'avant que tu n'arrives. Si les vidéos sont basées à base de top montres, que sur des liens d'affiliation, Amazon ou je sais pas quelle connerie, c'est pas possible, quoi. Il y a aucun intérêt parce que ce sera des vidéos, qui sont faites uniquement dans le but, d'engranger de la caillasse et ça me sort par les yeux, voilà. On continue. Quelles sont les 3 montres de ta collection que tu préfères? Waouh, ça c'est la question qui tue. Hem, les 3 montres de ma collection que je préfère, alors je pense qu'il va y avoir une, Royal Oak Offshore parce que c'est un modèle que j'adore. Il est tellement badass ce modèle, tout le monde le déteste tellement que j'aime bien et je trouve que ça pose de fou. Évidemment, une Casio MRG et ou Oceanus, comme ça j'en place 2 dans une seule case parce qu'on est sur des niveaux de finition dignes des plus belles marques suisses avec, des niveaux, de technologie dignes des plus belles, marques tech et le tout avec un confort irréprochable, les finitions qu'on leur connaît, un Zaratsu et compagnie, bref, il en fallait une. Et pour terminer, bah, je dirais probablement une Girard Perregaux Laureato parce que c'est un modèle que je trouve dingue, tellement sous-estimé. Il y a beaucoup de paluchades autour des 5711 et consorts, autour des Jumbo et AP Royal Oak, alors que finalement la Laureato, elle est incroyable et c'est une marque ultra légitime. Donc voilà, je dirais ça. Et je vais aussi te donner 3 montres vintage que j'adore. Il y a un chrono Zenith Rainbow que je trouve incroyable ce chrono. Il est d'un confort fou et tellement beau avec la palette colorée comme ça de la lunette et du dial. Ensuite, en vintage encore, bah, évidemment, hein, l'Omega de mon grand-père, hein, montre folle, même si je peux pas la porter parce que je trouve qu'elle est un petit peu petite de diamètre et que ça me gêne encore. Je suis pas à l'aise. En plus, le full gold, bon, même si j'aimerais bien de plus en plus avoir une montre en full gold, c'est évident que c'est plus compliqué à porter. Et en troisième pièce vintage, évidemment, une Breitling, une petite Navitimer, une 806, une 819, une Pizza, peut-être une Cosmo, je sais pas. Ma 806, elle a pris cher. Quand je vais vous la présenter, vous allez m'insulter, mais je l'adore. Je l'adore. C'est une sensation de fou. Et en plus, elle sent le cigare parce que le gars à qui je l'achetais, il fumait 3 boîtes de cigares par jour. Le cuir, il a pris une odeur qui se barre pas. C'est juste la folie. Quelle serait ta Dreamwatch? Alors, je vais t'en donner deux, trois. Bah, évidemment, j'aimerais bien re-rentrer une Patek dans ma collection parce que, mine de rien, ça reste quand même une pièce d'héritage. D'héritage, pas sens financier, hein, au sens transmission, qu'on s'entende bien. Par exemple, la 5712, c'est une montre que j'adore. Je la trouve sublimissime, cette montre. Mais évidemment, là, les prix sont devenus tellement déconnants que non. Il y a également la Calatrava un petit peu field. Alors, j'ai plus la ref en tête. Je suis désolé. Je sais que Helvetic Tac en possède une et elle est magnifique. Moi, j'adore. Le seul défaut de cette montre, c'est 5 ATM d'étanchéité. Là, putain, Patek, il pourrait se sortir les doigts du cul et vraiment proposer un truc un peu, voilà, quoi. Mais je la trouve trop belle. Mais là, encore une fois, c'est un gros budget. On va être sur les budgets de mes montres les plus chères, donc qui ont demandé bah, des années, des années, des années, des années d'économie et d'achat-revente pour être capable de les financer. Donc voilà, ça reste dans la Dreamwatch. En budget un petit peu plus contenu, mais qui reste quand même important, il y a la Ulysse Nardin Freak, montre que je trouve folle. D'ailleurs, je pense que ce serait pour moi le Graal ultime, une belle fric d'Ulysse Nardin. Déjà parce qu'Ulysse Nardin, personne n'en a. Et ensuite parce que l'Afrique, je trouve qu'il y a une cinématique sur le cadran qui est hypnotisant, c'est fou. Moi j'adore, j'adore. Elle est un poil épaisse, elle fait 12 mm, celle qui me plaît. C'est vrai qu'un petit 10, elle aurait été parfaite, mais franchement, vu le calibre et vu la beauté de la cinématique du mouvement, non, sans hésitation, une fric. Et enfin, en troisième Graal, ce serait une émergée Frogman. Tout simplement parce que je suis collectionneur de émergés. Je pense, en toute modestie, hein, peut-être que c'est pas du tout le cas, qu'il y a des gros fous plus que moi, mais je pense être le plus gros collectionneur de MRG français, parce que j'en ai beaucoup, mais j'ai pas les collections Frogman de chez MRG
et ça me titille de plus en plus, d'autant plus que j'ai eu beaucoup de Casio, de G-Shock, et cetera. Mais j'ai jamais eu de Frogman étrangement, et pourtant je les trouve folles, hein, j'adore. Mais je suis jamais tombé sur la montre qui allait déclencher l'achat et du coup voilà, quoi. J'aimerais bien une petite émergée Frogman. Aujourd'hui, on peut en trouver en import, on va dire autour des 3 500 €. Ça reste un gros budget, je vous l'accorde, mais bon, c'est peut-être quelques années d'économie à condition de ne pas acheter d'autres conneries à côté. Et moi, c'est un peu le souci, c'est que j'ai beaucoup de coups de cœur. Dernière question, quelles sont les montres que tu as regretté d'acheter? Je suis pas quelqu'un de regret, mais évidemment, il y a quand même quelques montres que j'aurais mieux fait de pas acheter et d'économiser, notamment certaines montres chinoises parce qu'en vrai, c'était des grosses merdes et j'ai fini par les dézinguer. Également des montres achetées sur un coup de tête, c'est-à-dire que voilà, j'avais vu un tel avec telle montre, je la trouvais belle, paf, je me la suis prise, au final, ça matchait pas, je ne me suis pas assez renseigné. Ça, c'était surtout au début de la passion. D'ailleurs, au début de la passion, j'ai été pris d'une fièvre acheteuse compulsive, quasiment maladive, où j'ai acheté beaucoup de pièces, alors qu'en fait, je savais pertinemment que j'allais pas les acheter. C'est des pièces que j'ai achetées pour de mauvaises raisons, soit pour des raisons de spéculation, et vous savez très bien ce que j'en pense. La spéculation dans l'horlogerie, c'est du mytho. C'est hormis quelques références d'exception. euh, incroyables, mais également très difficiles à toucher et à trouver. Pour moi, l'horlogerie, ça doit être avant tout un plaisir. Et les montres de coffre, on va laisser ça pour GG. Il y a aussi une ou deux Rolex que je regrette d'avoir acheté. Quand j'ai acheté ma première Rolex, pour moi, c'était une consécration ultime. Je l'avais longtemps désirée. Et en fait, j'ai eu un petit coup de déception quand je l'ai eu 2, 3 semaines après. J'ai vu plusieurs pimpins avec exactement la même montre que moi au poignet, mais vraiment des guignolos, quoi, les gars. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment une marque de faux bobo à 3 balles. Et du coup, ça m'a un peu déçu. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte très peu mes Rolex, mis à part ma Newman, parce que j'adore la shape et le choix des couleurs, ma Detto Zenith, parce que j'adore le côté vintage Biton, l'Explo 2, la Air King, parce qu'elles sont un peu décalées par rapport au reste de la collection, mais mes subs, que ce soit la 5513 ou la 16 610, pardon, je les porte très peu finalement, parce que j'en croise trop et ça me déçoit à force. Je suis déçu d'avoir la même montre que Monsieur Tout le Monde. Je préfère avoir une petite Citizen Japan Market que je suis sûr d'être le seul à avoir en soirée, plutôt que de me retrouver avec une tête de pseudo-couillons qui sont là pour se faire mousser la nouille et qui ont tous la même montre. Et il y a aussi un dernier type de montre que je regrette d'avoir acheté, c'est des montres non opérationnelles en pensant que je serais capable de les réparer. Et souvent, ça s'est terminé avec un coup de perceuse dans le doigt ou alors avec un cassage encore pire du calibre que ce qu'il était avant. Du coup, ça, je fais plus. J'achète plus les montres pour pièces, à moins de savoir que mon horloger pourra me la ressortir telle que je la désire. Mais je fais plus parce que tout simplement, j'ai pas la compétence pour faire ce genre de réparation. J'en ai acheté beaucoup, hein. Quand je dis beaucoup, c'est peut-être une quinzaine de belles pièces. Là, je suis pas sur des merdes à 30 balles, je suis sur vraiment des pièces qui coûtaient cher et que j'ai réussi à avoir moins cher parce qu'il y avait une couronne qui a sauté, parce qu'il y avait un mouvement qui dérivait de 3 minutes par jour, enfin, ce genre de choses. Et derrière, de toute façon, il fallait un entretien. Donc en vrai, je suis pas sûr d'avoir vraiment fait l'affaire du siècle. Et finalement, comme j'ai essayé de mettre les mains dedans moi-même pour économiser 2 francs 6 sous, je les ai souvent plus déglingués qu'autre chose. Donc encore une fois, je ne déconseille pas. Si c'est pas votre domaine de compétence, ne le faites pas. Donnez-le à des professionnels ou alors achetez des montres pas très chères pour vous former, pour vous entraîner, hein. J'en connais plusieurs, notamment Rico, lui qui a appris sur le tas et qui arrive à faire des miracles sur des bouses. C'est juste incroyable. Donc voilà le troisième type de montre que je regrette d'avoir acheté. Donc voilà les amis, ma petite foire aux questions touche à sa fin. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Pensez également à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!